le plus important du point de vue des risques, c'est le climat, le changement climatique, avec la perte de biodiversité en vert. Ça, c'est pour les risques environnementaux. Et du point de vue économique, vous avez la pollution, vous avez la surpêche, vous avez aussi la destruction des habitats, et puis les risques de l'aquaculture. Alors pour moi, ça a été étonnant que finalement ces activités soient identifiées comme économiques plus qu'environnementales, puisque finalement leur impact est surtout environnemental. Et puis, une dernière chose, c'est aussi quand vous mettez une goutte d'eau dans le microscope, une goutte d'eau de mer, et vous voyez l'ensemble de cette goutte d'eau qui est peuplée de choses incroyables qu'on appelle le plancton. Et puis quelquefois, vous voyez apparaître comme ça des choses bizarres qui sont en fait des crabes hirsutes qui sont remplis de tapissés de bactéries. Donc l'océan, c'est aussi la vie. Et c'est la vie parce qu'en fait, l'océan, c'est ce qui a rendu la planète habitable. Au départ, il y a 4 milliards d'années, la vie n'existait pas sur Terre. Elle a pris naissance dans l'océan. Et petit à petit, elle s'est diversifiée jusqu'à sortir de l'océan à un moment donné pour donner, vous voyez la sortie de l'eau à peu près il y a 410 millions d'années, et puis ensuite nous faire apparaître aussi comme une des espèces de cet ensemble planétaire. Alors du point de vue du climat, vous savez tous aujourd'hui que l'océan régule le climat. Vous voyez également la manière dont les températures à la surface de la Terre ont changé, de bleu qui est le froid devenant ocre quand c'est chaud. Évidemment, pour sensibiliser, vous voyez cet ours qui est malheureux sur cette glace qui fond. Et puis, du point de vue scientifique, réellement, le fait que, inéluctablement, les températures de l'océan s'accroissent. Alors, elles s'accroissent pourquoi? Elles s'accroissent pour deux raisons. La première raison, c'est que l'océan est un absorbeur de chaleur et que 93% de la chaleur est émise par les gaz à effet de serre, est absorbée par cet océan. C'est un puits de chaleur. Et puis vous avez aussi un autre puits qui est tout aussi important, qui est celui du gaz carbonique, puisque plus de 26%, on dit en général presque un tiers, est absorbé par l'océan. Si vous regardez, et ça c'est une image de la NOAA, en rouge, vous avez à la surface de la Terre l'atmosphère avec les concentrations de gaz carbonique. Vous voyez que ces concentrations de gaz carbonique sont localisées dans l'hémisphère nord. Ça veut dire quelque chose, c'est nous, dans l'hémisphère nord, qui sommes à l'origine de ces concentrations de CO2. Et ça entraîne, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la température, un réchauffement planétaire, une acidification de l'océan et aussi un déclin du taux d'oxygène dans l'eau. En fait, tout ça n'est pas homogène. Là, vous avez la représentation de la chaleur dans l'ensemble de l'océan Pacifique, Indien, Atlantique. Vous voyez que, en fait, on fait des moyennes. Donc, ce qu'on dit, c'est la moyenne qui résulte de parties qui peuvent être variables. Mais en tout cas, si on regarde maintenant l'épaisseur de l'océan, vous voyez que à la surface de l'océan, c'est quelque chose jusqu'à 700 mètres, on connaît très bien, et la plupart des modèles ont été faits à partir de ça. L'évolution de cette température, la vitesse de changement s'accroît, alors que dans la partie la plus profonde, qu'on connaît moins, l'élévation de température commence juste à apparaître. Que nous dit la science là-dessus? Il y a eu un rapport spécial que le GIEC a proposé. Il y a à la fois le réchauffement de l'océan, l'élévation du niveau de la mer, qui n'est pas seulement due à la température,
mais au fait que la température entraîne l'accroissement de volume de l'océan, et donc ceci est lié à la glace qui fond entraîne cette élévation du niveau de la mer. Des événements extrêmes, la déoxygénation dont j'ai parlé, l'acidification, l'évolution de la salinité dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sera, à mon avis, dans les années qui viennent, quelque chose d'aussi important, en particulier dans les pôles, nord et sud. La perte de biodiversité, puis les impacts sur les activités économiques. Le dernier rapport du GIEC a montré, et on va le voir dans le prochain qui paraîtra au mois de février, je pense, l'accroissement des événements extrêmes. Ce qui existait au départ une fois par siècle pourra exister une fois par décennie. Ce qui existait une fois par décennie pourra exister une fois par an. C'est quelque chose qui évolue et il faut qu'on en soit conscient. Donc ça veut dire que l'adaptation est un des processus qu'il va falloir traiter, pas seulement l'atténuation du changement climatique, qui est évidemment la première nécessité, mais aussi l'adaptation. Alors du point de vue de la biodiversité, ce changement climatique a des impacts à la fois le déplacement des aires de répartition de certaines espèces ou la disparition des récifs coralliens, qui sont des écosystèmes emblématiques, ou l'altération, ce qu'on appelle des services écosystémiques, sur lesquels je vais revenir. Mais en tout cas, une chose se dégage, c'est que la vitesse de disparition des espèces sur la liste rouge de l'UICN paraît plus grand dans l'océan que sur Terre. Les coraux, vous voyez la pente de cette disparition, diminue beaucoup plus que les autres espèces terrestres, comme les mammifères, les oiseaux, etc. Et puis la deuxième chose qui est reconnue, c'est que les poissons qui sont pêchés aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, deviennent de plus en plus petits. Taille critique qui peut être dommageable pour, à terme, la disparition de ces espèces. Alors j'ai parlé des services écosystémiques tout à l'heure, c'est en fait l'océan a une importance pour l'humanité du point de vue donc de la régulation du climat, mais aussi pour l'alimentation, pour l'espèce humaine, avec les ressources halieutiques. Du point de vue énergétique, il y en a un certain nombre quand même qu'on sous-estime aujourd'hui, et puis même du point de vue également de ce qu'on appelle substances naturelles qui peuvent avoir des impacts soit en cosmétologie, mais aussi en sciences des matériaux et en l'industrie qui s'y rapproche. Alors les services rendus, j'ai pris un exemple, les services rendus par les écosystèmes coralliens en Guadeloupe. Vous voyez que ça représente une somme d'argent conséquente. Il y a à peu près 0,1% de la surface des océans qui sont recouverts par des écosystèmes coralliens, ce qui est peu. Mais il y a 500 millions de personnes qui en dépendent. Et puis, avec cette couverture minimale de 0,1%, vous avez quand même 30% des espèces marines qui sont associées à ces écosystèmes coralliens. Ce qui représente, en valeur annuelle, 114 millions d'euros. Alors, il y a eu une discussion dans l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui a remis en cause cette notion de service écosystémique parce qu'elle était économique et ne représentant pas l'ensemble des cultures qui étaient attachées à l'océan. Et donc, a été transformée cette notion de service écosystémique en contribution de la nature aux sociétés. C'est quelque chose qui, maintenant, devient évidente. Et pour donner un exemple, j'ai pris, par exemple, le fait que ces travaux entraînent des nouvelles questions avec des nouvelles visions, comme la science ne sait pas forcément les traiter, comme celle du carbone bleu. La notion de carbone bleu, c'est en fait, puisque la tonne de carbone est un élément unitaire qui permet de faire des échanges économiques, comment évaluer ces taux de carbone, le carbone bleu étant celui qui va se trouver dans la partie marine. Et les mangroves, par exemple, que j'ai représenté là, sont un exemple d'écosystème
qui rentrent dans la catégorie de carbone bleu. Alors, les questions en sciences évoluent avec le temps, et ce climat a eu justement des conséquences sur la représentation qu'on peut se faire de l'océan et du vivant dans l'océan. Par exemple, si on regarde donc la biomasse en gigatonnes de carbone, et qu'on regarde ce qu'il y a dans l'océan et sur la Terre, on s'aperçoit qu'en gigatonnes, en fait, pratiquement 80%, c'est sur les terres émergées. C'est en marron sur le schéma. C'est des espèces terrestres. Les espèces marines ne représentent même pas 1% en gigatonnes, c'est-à-dire en biomasse. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on appelle la deep subsurface, juste en dessous, à la limite de la lithosphère, représente beaucoup plus que ce qu'il y a dans l'océan lui-même. Et si on regarde par contre en termes de catégories d'organismes, qu'il s'agisse des animaux, des plantes ou des bactéries et des archées, eh bien, les plantes sont massivement sur la Terre, les animaux sont plutôt dans l'océan et les bactéries sont surtout dans la deep subsurface. Et puis de même, la manière de représenter les pressions sur les espèces vulnérables, particulièrement en danger, on voit que l'origine n'est pas forcément le climat, qui représente simplement 16% dans son intensité, mais c'est surtout tout ce qu'on appelle extraction ou exploitation des milieux marins par l'espèce humaine et la destruction des habitats et ses modifications. Donc, tout dépend aussi de la façon dont on le représente. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait que, par exemple, ce qui est pour un biologiste comme moi, la biosphère, évident, pour un géologue ne le sera pas, puisque certains disent que la biosphère, c'est un agent géologique majeur, par exemple. Et ils considèrent que ce n'est pas la biosphère qu'il faut regarder, mais c'est l'écosphère, c'est-à-dire l'ensemble formé par la biosphère, son substrat géologique, la lithosphère, et l'atmosphère. Et puis alors, si vous prenez une ONG comme WWF, vous allez avoir aussi cette vision qui est étonnante, qu'il y a plusieurs biosphères sur Terre, et donc que l'océan, c'est la plus grande biosphère. Et puis si vous regardez l'ESA, par exemple, qui s'occupe, lui, des sciences de l'univers et de l'espace, eh bien, il considère que l'écosphère c'est une sous-partie aussi de leur représentation paysagère. Donc, les catégories pour regarder l'océan évoluent. J'ai pris un exemple sur les pêches, par exemple, qui au départ, dans les années 1900, étaient encore libres de tout accès, sans régulation aucune, en tout cas en Europe. Et on se demandait s'il fallait vraiment limiter la pêche. Et ensuite, on a vu se poser des questions qui ont évolué. Si on limite la pêche, à quel niveau faut-il le faire? Comment ensuite accepter, ou en tout cas regarder l'acceptabilité des mesures, etc. Et comment aujourd'hui prendre en compte le changement climatique. Donc en fait, ce qui était au départ vécu comme, voilà, on va regarder les stocks de poissons, deviennent quelque chose que, non, ce n'est pas les stocks de poissons, il faut qu'on regarde l'ensemble, le socio-écosystème pêcherie, pour devenir l'ensemble écosystème appelé socio-écosystème. Une chose que j'attire votre attention là-dessus, c'est-à-dire que la pêche a des aspects particuliers que je trouve dommageables pour l'avenir de l'humanité et de la biodiversité. C'est par exemple la pêche minotière, où, pour un exemple, la pêche péruvienne, on ramasse des poissons non pas pour notre alimentation, mais pour donner une alimentation à des espèces qui n'ont jamais, naturellement, au cours de leur évolution, eu accès à ce genre de produits. Et ça, c'est quelque chose qui est très dommageable. Alors justement, les ressources océans, parlons-en, est actuellement en discussion, une négociation onusienne, c'est la seule qui soit actuellement discutée, c'est celle de la BBNJ, ce qu'on appelle Biodiversity
beyond national jurisdiction, c'est-à-dire la biodiversité au-delà des zones économiques exclusives, et qui concerne la conservation et l'utilisation de la biodiversité marine. Vous voyez sur cette carte, en bleu marine, les lieux qui sont identifiés comme hotspots de biodiversité. Il y en a beaucoup dans la région du Pacifique, un peu dans l'océan Indien, à côté des Antilles, etc. Et puis en blanc, c'est les terres immergées, et en gris, ce sont les parties que les États ont préemptées sur l'océan, qui sont les zones économiques exclusives. Et donc, par rapport à ça, vous voyez que c'est surtout dans l'espace nord de la planète qu'on a le plus d'espace préempté par les États. Cette négociation BBNJ a pour objet la biodiversité, mais surtout les ressources génétiques. Et ces ressources génétiques, je pense qu'il y a une expédition en France qui l'a fait connaître et qui a été à l'origine, en tout cas, de la première base conséquente de séquences génétiques, c'est Tara Océan, qui est avec un petit navire tout petit, un voilier, une goélette, a pu faire le premier inventaire génétique simplement sur un écosystème à la surface de l'océan, l'écosystème planctonique, pour savoir qui est là, avec qui et comment. Voilà une technique qui permet non pas de prélever, mais de savoir qui est là. Ça veut dire une façon, une méthode non invasive d'évaluer la biodiversité, qui va avoir dans l'avenir, sans aucun doute, des conséquences intéressantes. Alors, ces ressources marines génétiques ont fait leur apparition avec les sources hydrothermales, surtout dans les années 80. Et il y a eu, à ce moment-là, la possibilité d'avoir un dépôt de séquences dans un certain nombre de banques et de moyens de considérer comment, dans l'avenir, on pourra utiliser ces séquences. Une chose à retenir, c'est que 90% des séquences génétiques connues dans le domaine marin concernent les sources hydrothermales profondes, la faune de ces milieux. La deuxième chose, c'est que quand vous regardez qui détient ces séquences comme propriété, en fait, c'est surtout les pays du Nord, évidemment, mais c'est surtout l'Allemagne, l'Europe. Et en Allemagne, il y a une compagnie qui détient à peu près presque 45% des brevets, c'est BASF. Ça veut dire ça quelque chose, c'est-à-dire que il y a eu une identification très très tôt par un certain nombre d'entreprises de l'importance potentielle de ces ressources génétiques, quelles qu'elles soient. Il y a également parmi les ressources minérales qui font l'objet en ce moment de débats, de polémiques, qui moi m'intéressent beaucoup, puisque en tant que spécialiste des écosystèmes profonds, je trouve que c'est vraiment intéressant. Juste quand même quelque chose, c'est que sans doute l'océan a été le premier environnement sur lequel les Nations Unies ont pu s'accorder pour faire une gouvernance du fond des océans, uniquement du fond des océans et surtout basée sur les ressources minières, pas le vivant, mais les ressources minérales. Et il y a eu un ambassadeur qui s'appelait Pardo, un Maltais, qui a proposé un concept qui était le patrimoine commun de l'humanité. Et c'est en 1973 que une grande majorité d'États ont pour la première fois travaillé sur ce concept.
10 ans après, en 82, il y a eu la signature de la Convention du droit de la mer, qui est la Bible de tous les océanographes. Et elle est rentrée en vigueur, en France en tout cas, en 92, et parmi les autres, en Europe en 94, a été appliquée effectivement en France en 96, et au niveau européen en 98. Vous voyez le temps qui est long pour tout ce qui est multilatéral au niveau des Nations Unies. Par exemple, certains États ne l'ont pas ratifié, comme les États-Unis, le Japon ou la Russie. Et puis là, bon, évidemment, je vous ai mis ça comme rappel. Il y a l'océan, c'est aussi un espace stratégique du point de vue géopolitique, puisqu'il va y avoir une migration potentielle de l'espèce humaine le long des côtes. 80% de la population mondiale devrait vivre à moins de 100 km des côtes dans 10 ans. Et puis l'économique qui est vraiment important pour certains secteurs, à la fois le transport maritime, puisque 85% du commerce mondial transite par les mers, mais aussi par tout ce qui est câbles sous-marins, qui se font par les câbles qu'on pose au fond des mers. Alors tout ça pose la question de la gouvernance de l'océan. Je vous ai parlé des zones économiques exclusives tout à l'heure. Vous voyez un schéma qui vous représente ces différentes parties qui sont sur des juridictions nationales, zones économiques exclusives, mais zones contiguës, eaux territoriales. Et ça, simplement, ces différentes catégories illustrent la manière dont petit à petit les États ont pris sur la mer de l'espace pour en faire des territoires nationaux. Et puis vous avez quand même encore la haute mer, qui est sans du tout juridiction. Et je pense que là, aujourd'hui, ces différentes catégories juridiques se font jour avec la discussion qu'il y a sur la planification de l'espace maritime, l'implantation des éoliennes. Et c'est un débat qui est intéressant, en tout cas aussi du point de vue scientifique, pour regarder comment nous allons faire dans l'avenir. Je vous ai parlé là de différents aspects donc de l'océan. 2015 a été, pour l'océan en tout cas, un point extrêmement important dans l'histoire de l'attention que nous avons portée à cet océan. Il y a eu à la COP21, il y a eu donc le changement climatique. Il y a eu en 2015 la publication du premier rapport sur la stratégie des objectifs du développement durable, qu'on appelle stratégie 2030 des Nations Unies. Il y a eu pour la première fois en 2015, on a fini le premier rapport du World Ocean Assessment qui donnait l'état de l'océan. Et puis, il y a eu la mise en place de la discussion sur BBNJ. Donc, vous voyez, c'était vraiment un moment clé. Et nous avons été un certain nombre à participer à la COP21 pour faire entrer l'océan dans les discussions climatiques qui n'y étaient pas. On parlait de la forêt. Alors là, depuis 20 COP, la forêt était là. Il n'y avait pas un mot sur l'océan. Et donc, nous avons été, les ONG et les petits États insulaires, ce qu'on appelle le groupe des 77, à essayer de travailler pour introduire l'océan comme un enjeu pour le changement climatique, les discussions climatiques. Et nous avons réussi, puisque l'océan a été nommé dans le préambule, pas n'importe comment, mais comme un écosystème. Et ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit dans le Landerneau, parce que vraiment, un écosystème, ça veut dire le vivant avec un milieu physique et chimique. Donc, ça laisse des traces, et c'est quelque chose sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui pour aller plus loin. Donc, l'océan, depuis, a fait son chemin, et c'est devenu aussi un enjeu de connaissances scientifiques reconnues. Il faut quand même voir qu'il n'y a que 3 personnes qui sont allées au plus profond des océans
qui est du côté de 11 000 mètres. C'est quand même pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus qui sont allés sur la Lune. Donc, quand on réfléchit à ça, on se dit c'est quand même étrange. Et puis, quand on regarde aussi ce qu'on connaît de la cartographie des fosses océans, finalement, on connaît que 5%, c'est pas beaucoup. En tout cas, à une certaine échelle, tout reste à faire. Et puis, en fait, si on regarde le nombre d'espèces qu'il y a dans l'océan, 250 000, par rapport à 10 fois plus sur les terres émergées, on peut se dire que c'est aussi peut-être parce qu'on ne connaît pas tout. Et donc, le travail qui a été fait depuis 2015 a porté ses fruits, puisque finalement, il y a eu la décision par les Nations Unies de faire une décennie des sciences de l'océan. En s'appuyant sur la stratégie des Nations Unies des objectifs du développement durable, l'idée étant de montrer d'avoir un cadre commun qui permettra aux sciences de l'océan de fournir l'assistance nécessaire aux États et à la société afin de relever les défis majeurs de notre époque. Alors, il reste quelques questions ouvertes. On a beaucoup parlé des tipping points, ça veut dire des points de bascule. Ça veut dire quoi un tipping point? C'est le seuil qui, lorsqu'il est dépassé, peut entraîner des grands changements dans l'état du système considéré. Et là, je vous ai représenté sur la droite une sorte de courbe sigmoïde où vous voyez, en fonction de la pression, disons, sur le système de perturbation, vous avez l'état de la biodiversité. Les écosystèmes sont représentés par cette boule bleue qui, à un moment donné, vont tomber, on ne sait pas quand, à quel moment, et pour remonter, c'est-à-dire pour restaurer ça, on ne sait pas le faire, on ne sait pas jusqu'à quand, avec des éléments, on pourra revenir à cet état initial. C'est ce qui s'est passé finalement pour Terre-Neuve, avec la disparition de la morue. C'est quelque chose qui n'était pas attendu, vous voyez, il y a eu un pic comme ça, puis c'est retombé, et puis on a pris toutes les mesures pour interdire la pêche, pour que ce soit restauré. Ça n'est jamais revenu. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui marque une société dans son ensemble. Alors, je vous ai représenté quelques aspects de questions ouvertes par rapport à ces tipping points. Pour le climat, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'à quand l'océan pourra jouer son rôle de régulateur. Un exemple, vous avez cette circulation océanique qu'on appelle la circulation thermohaline, qui est représentée par ce petit trajet bleu et orange. Cette circulation, c'est celle qui permet finalement de laver tous les éléments de la Terre. Et on commence juste à pouvoir modéliser dans l'Atlantique Nord ce qui pourrait se passer si il y avait une réduction de la vitesse de cette circulation ou simplement une altération ailleurs. Et on n'a pas les moyens encore mathématiques pour faire ça, on n'a pas non plus les données suffisantes, mais c'est quelque chose qu'on envisage et qui pourrait se passer, disons, pas à ce siècle-là, mais le siècle suivant. C'est une hypothèse, ça n'est pas forcément vérifié. Deuxième type de questions ouvertes, c'est les rapports climat-biodiversité. En fait, ce qu'on ne sait pas non plus évaluer, c'est à partir de quand la fonctionnalité des écosystèmes sera affectée. Et là, il y a par rapport à ça des modèles, le DPS-IRR, je ne vais pas rentrer dedans, mais que le PNUE utilise, qui permettent d'avoir une métrique pour essayer de traiter cette question. Et puis, il y a un index océan, un index de santé océan, qui est mis en œuvre par les Californiens, qui commencent à utiliser cette méthode au large de la Californie. Et puis, la dernière question que moi, je trouve actuelle et dont on ne sait pas non plus, à laquelle on ne peut pas répondre pour l'instant, c'est quelle représentation adopter pour convaincre d'agir.
parce que je pense qu'une chose est de savoir, autre chose est l'action. Pour les tipping points, vous verrez le prochain cru du GIEC, on voit qu'il y a des tipping points qui ont été identifiés au niveau du climat. Par exemple, la fonte des glaces, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas réversible. L'apparition d'algues dans certains cas, la disparition des coraux dont j'ai déjà parlé. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a une évolution aussi de la pensée du GIEC, s'apercevant que la physique, la chimie, la bio, c'est bien, mais il faut aller plus loin aussi pour intégrer ça, je dirais, avec les socio-écosystèmes. Et là, le cadre de la stratégie du développement durable semble apprécié pour pouvoir être un moyen pour faire le lien entre tous ces aspects-là. Parce que finalement, il n'y a pas seulement un changement des propriétés de l'océan, il y a aussi un changement dans les mécanismes mis en jeu dans certains processus. Et en ce sens-là, c'est quelque chose d'assez intéressant. L'IPBES, qui est son jumeau, pas numérique, mais pour la biodiversité, identifie 5 facteurs directs de changement globaux, qui se placent non plus sur le climat, mais sur les changements globaux. Et vous voyez la pression croissante du bas vers le haut, depuis l'apparition d'espèces exotiques envahissantes, la pollution, le changement climatique, l'exploitation des organismes, mais aussi les changements d'usage de la mer. Et ça a des impacts non seulement sur la biodiversité, mais sur l'état de santé des écosystèmes et, ce dont je vous ai parlé, l'impact sur les contributions de la nature aux populations. Alors, un groupe de travail s'est mis en place entre ces deux entités, IPBES et GIEC, pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Et les premiers résultats de ce qu'ils ont fait, les simulations, concernant la perte d'habitat de certaines espèces ou la perte de biodiversité entre la Terre et l'océan, vous voyez que suivant les scénarios, en violet-noir, c'est quand il y a un grand bouleversement. On voit à 4 degrés, par exemple, que c'est finalement dans la ceinture équatoriale que les choses les plus importantes vont se passer, qu'il s'agisse de biodiversité ou de climat. Mais surtout, regardez bien, c'est surtout sur l'océan que, en fait, les zones, du point de vue quantitatif, sont les plus impactées. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vient de paraître, je pense que c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Alors, quelles sont les nouvelles questions aussi dont je n'ai pas parlé? La pollution, un petit peu, qui nous a conduit aussi avec 3 personnes à faire un appel pour l'océan bien commun de l'humanité. C'était Catherine Chabot qui était à l'origine, au départ, et il y avait moi-même, et puis le directeur de l'IFM, Eudes Riblier. Et nous avons commencé un séminaire sur ce concept d'océan bien commun de l'humanité, l'idée étant de porter pour les négociations BBNJ cette notion dans le préambule, comme on l'avait fait pour le climat quelques années avant. Et puis finalement, ce qui est apparu, c'est qu'en fait, ce qu'on appelait la biosphère au départ, qui apparaissait pour les gens qui regardaient les écosystèmes comme une sphère à côté de la géosphère, l'hydrosphère ou l'atmosphère, la biosphère est devenue une anthroposphère. Alors ça, c'est un débat, on aura peut-être ce débat tout à l'heure sur la différence entre socio-écosystème et anthroposystème. Le problème aujourd'hui, c'est que tout va vite et que la nouvelle génération étant très active et concernée par le changement climatique,
voit les choses autrement que l'académique classique. Donc finalement, la science telle que je vous les ai présentées est issue d'une phylogénie, disons, classique, académique, mais là apparaissent quand même des notions que les ONG souhaitent que nous prenions en compte, à savoir gender equity, par exemple, la justice environnementale, par exemple, les impacts socioculturels, les droits humains, etc. Et donc, la pression est très très forte, y compris au niveau des Nations Unies, et fait que nous avons été un certain nombre à participer ou à créer des ONG, comme celle que j'ai co-créée avec d'autres, la plateforme Océan Climat, qui a eu un impact conséquent, comme je vous l'ai dit, au niveau de la COP21, puisque nous sommes arrivés, nous avions fait une armada du climat qui était partie de Monaco, qui avait fait tout le tour de la France, et arrivant par la Seine, à Paris, là où il y avait avec les gens de Surfrider, où il y avait la COP21. Et on était heureux à ce moment-là, puisque quand on a vraiment réussi à introduire l'océan dans l'accord de Paris, mais on était aussi heureux que ces gens que vous voyez là, qui étaient fiers d'eux et qui pouvaient l'être parce que c'était là, après, je dirais, l'accord de Pardo, enfin la convention de Montego Bay, c'était la première fois qu'il y avait quelque chose d'universel de cet ordre-là, et nous pouvons être fiers. Et en 2025, la France, c'est pas officiel encore, mais la France va pouvoir, avec le Costa Rica, organiser la prochaine UN Ocean Conference. Et je pense que ça fera 10 ans après les accords de Paris. J'espère que pour l'océan, ça sera tout aussi important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu à Brest le premier sommet sur l'océan, qui est devenu un enjeu national. Et avec raison, puisque finalement, quand même, il faut savoir qu'on est le deuxième espace maritime mondial, c'est quand même quelque chose. On pourrait être le premier, d'ailleurs, si vraiment certaines surfaces du plateau continental étaient reconnues par les Nations Unies. C'est le quatrième espace corallien au monde pour la France. Et puis, c'est 97% de l'espace maritime français et outre-mer. Donc, finalement, la France est un archipel, hein, ce qui avait été dit au moment du Grenelle de la mer. Alors, pour résumer, si on voit l'urgence qui est la santé et la protection de l'océan, le premier point, c'est de faire baisser la pression anthropique. Que ce soit dans le climat, que ce soit sur la biodiversité ou que ce soit dans le cadre du développement durable. Et pour ça, je pense qu'il faut s'appuyer sur la recherche scientifique et s'appuyer sur la décennie des sciences de l'océan qui se terminera en 2030. Et puis je pense aussi, avec d'autres, qu'il faut promouvoir un cadre de gouvernance océan qui soit un petit peu différent de celui que nous avons aujourd'hui, ce pourquoi nous avons la conférence BBNJ, et comme aussi en s'appuyant sur ce que j'appelle l'océan bien commun de l'humanité. Mais comment gouverne-t-on un bien commun? Ça, c'est un problème que les économistes n'ont pas forcément tous résolu, même s'il y a eu un prix Nobel d'économie sur ce concept. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'océan est une entité qui est traitée de toute façon de matière fragmentée. Vous avez BBNJ pour la partie qui n'est pas ce jour élection nationale. Vous avez par exemple au niveau régional le plan bleu pour la Méditerranée. Vous avez pour les pêches la FAO, etc. Et nous avons été un certain nombre à proposer la mise en place d'un working group qu'on a présenté à Brest, au sommet sur l'océan, qu'on appelle International Panel for Ocean Sustainability. Alors, pourquoi ce panel?
Je vous ai représenté là la structure des Nations Unies avec ses principales composantes. Par exemple, l'UNESCO qui s'occupe de la science. Vous avez l'UNDP qui s'occupe de développement. Vous avez l'UNEP qui s'occupe de l'environnement. Vous avez la FAO qui s'occupe des pêches. Vous avez UNCLOS qui s'occupe de tout, mais surtout tout ce qui est plancher océanique. Et puis, vous avez les droits juridiques, vous avez... enfin, bref. Et donc, cet ensemble-là est actuellement coordonné par ce qu'on appelle UN Ocean, mais qui n'a aucun moyen et qui n'a pas d'autre priorité que d'essayer de ne pas avoir de contradiction entre ces différentes composantes. Voilà pourquoi nous avons fait cette proposition. Ça a commencé, c'était à la suite du séminaire Océan bien commun de l'humanité. On a fait à Monaco, il y a la Monaco Ocean Week tous les ans, et on a fait cette proposition. On a discuté d'abord entre nous, du point de vue académique, et puis on a eu le One Ocean Summit à Brest, qui nous a permis de discuter avec beaucoup plus de gens. On a fait un deuxième Monaco Ocean Week, où là, il y a eu une participation énorme de jeunes qui sont venus, et qui nous ont fait évoluer aussi dans notre manière de proposer les choses. Et là, on revient de Lisbonne pour la COP27, où ça a été présenté. Et l'idée, c'est d'évaluer non pas seulement l'état de l'océan, mais l'évolution de cet état. Et ce n'est pas la peine de refaire ce que fait le GIEC, l'IPBES et tout. On s'appuiera sur ces entités. Et puis, on s'appuiera aussi sur l'ensemble des infrastructures océaniques, comme GOOS, comme Mercator, etc. Et ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir aboutir à une gouvernance inclusive d'un océan durable. Alors, on en est où là? L'Europe a fait, dans sa présentation à Lisbonne, une proposition d'inclure l'IPOS comme la 8e recommandation pour la stratégie européenne. On a eu l'International Science Council avec nous. Vous avez ici quelqu'un de très important à Brest, qui est Paul Tréguer, qui fait partie de l'Académie des sciences européennes, qui a organisé un colloque avec l'Académie des sciences chinoises et qui m'a proposé de présenter l'IPOS, ce que j'ai fait. Ces deux académies ont profité de leur discussion pour proposer qu'il y ait en Chine dans 2 ans quelque chose sur ce concept et soutiennent ces choses. Et je pense que Brest peut devenir d'ailleurs un nœud par rapport à cet ensemble-là, puisque si Paul, qui sera le coordonnateur de la coalition Académie des sciences, est à Brest, il y a quelqu'un d'autre d'Océanopolis qui veut faire quelque chose aussi avec les réseaux de sciences et de médiation. Donc, je pense qu'avec même l'ENSA, on pourrait réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et je pense que comme ça, voilà, ça serait important. Voilà, quels usages ferons-nous demain de l'océan? Vous voyez que finalement, quelque chose qui est, pour l'instant encore, on peut voir l'horizon, mais à terme, est-ce qu'on le verra encore? Si on n'y prend pas garde, la densité des activités sera telle que ça sera un territoire urbanisé éventuellement. Mais surtout, ce n'est pas seulement la surface de l'océan qui est en train d'être anthropisée, c'est aussi le fond des océans. Et en ce sens-là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il n'est pas trop tard, mais prenons cette question aujourd'hui à bras-le-corps. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de vous parler quand même de mes écosystèmes préférés. Donc, voilà, ces écosystèmes se trouvent sur les dorsales océaniques, là où le magma océanique retombe dans l'océan, fluide, il devient solide, et les plaques s'écartent, ils retournent vers le centre de la Terre, près des continents. Et vous avez des écosystèmes absolument incroyables, comme ces sources hydrothermales dont je vous ai parlé, avec des animaux magnifiques, nouveaux, géants, très beaux. Et puis, c'est surtout l'idée que cet environnement
dans ces zones-là est absolument incroyable. En fait, cet environnement ne devrait pas donner naissance à la présence de vie, puisque si vous regardez les concentrations en gaz carbonique, elles sont supérieures à tout ce qu'on connaît sur Terre, et même ce qu'on pourrait avoir au niveau de l'atmosphère avec le changement climatique. Les températures peuvent atteindre 300 degrés. La pression, c'est 300 fois ce qu'on a sur Terre. L'anoxie est patente. Et quelquefois, c'est l'hypoxie qui règne la plus. L'acidité est presque totale. Vous avez des animaux qui vivent dans des milieux avec des pH qui font de l'ordre de 4 ou 5. Et puis, vous avez une toxicité extraordinaire avec des concentrations d'H2S qui sont insupportables. Et pourtant, vous avez de la vie. Ça veut dire ça que le vivant trouve des stratégies et que l'adaptation est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe aujourd'hui, puisque finalement, si tout ce qui est atténuation pour le changement climatique, par exemple, commence à entrer dans les esprits et dans les actes, il y a des moments où on n'a pas le temps, et c'est l'adaptation qu'il faut regarder d'abord. Voilà, je vous remercie beaucoup.